Salut tout le monde et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui je vous propose de retrouver Geoffrey Babilotte qui a été senior game designer sur un jeu qui s'appelle Karmazoo, qui est un jeu de plateforme coopératif où on va collecter de 1 à 10 personnes vont pouvoir coopérer pour collecter en fait du karma sur un jeu. Voilà, vous avez une espèce de jeu de plateforme où à chaque fois que vous allez commencer une partie, vous allez tomber sur des gens que vous ne connaissez pas, ou vous allez en plus tomber sur une forme un peu labyrinthique en 2 dimensions pour pouvoir aller chercher tout le karma en un temps limité. Ça vous permet d'un côté effectivement d'atteindre un certain score, donc de pouvoir débloquer des bonus, mais aussi de collaborer pour le Karma Pass qui en fait va vous permettre de débloquer collectivement, c'est-à-dire pour tous les joueurs et les joueuses, des nouveaux personnages, des nouveaux niveaux, des choses comme ça. Et effectivement, l'idée c'était de discuter avec Geoffrey de ce genre de jeu qui est extrêmement méconnu du grand public, qui s'appelle les jeux Wholesome. Donc c'est avec WHOLSOME, où en fait vous avez le wholesome, c'est-à-dire le côté cosy, le côté justement mignon. Et bien justement là on est sur un jeu wholesome multijoueur, ce qui est encore plus rare. Et donc effectivement c'est intéressant de voir ça donc sur ce jeu développé par Pasta Games et édité par Devolver Digital, qui est un éditeur assez atypique. Et donc du coup ça valait le coup de s'y intéresser. Et là, du coup, le jeu, vous l'avez poussé. D'après ce que j'ai contenu, d'après ce que j'ai contenu, on sent ma question. D'après ce que j'ai vu, il y a un contenu qui est déjà énorme. Vous comptez justement le poursuivre longtemps, ou est-ce qu'au contraire, à un moment donné, il y a une idée de jeu fini et du coup, vous pouvez passer à autre chose? En fait, on a déjà du contenu qui va arriver progressivement. Donc le contenu, il est déjà fait et on va l'itérer au fur et à mesure et le ramener au fur et à mesure. Et ça, c'était pas caché. Hein. De toute façon, on l'a dit qu'on le débloquerait au fur et à mesure avec le Karma Pass. Et il y aura peut-être des événements aussi, des petits événements genre Noël ou des trucs comme ça. Je vais pas spoiler. Il y aura peut-être des petits événements qui vont changer un peu la donne dans le jeu. Ok. Histoire de le garder actif, quoi. Mais là, il y a déjà la plupart de l'équipe de Pasta qui est partie sur d'autres projets. Ok. En plus de Karma. Justement, tu me fais une transition magnifique, merci. Pasta Games, donc c'est le studio de développement où tu travailles. Ouais. Ça représente quoi Pasta Games en termes de personnes, en termes de jeux, tout ça? Alors, Pasta Games, ça fait très longtemps que la boîte existe parce que ça fait plus de 20 ans. Et donc ils avaient fait des jeux sur DS, donc ça date un petit peu mine de rien. Ça a été souvent des jeux de commande, donc par exemple on a bossé sur un Pac-Man, il y a eu des Rayman sur mobile, il y a eu différentes prestations, il y a eu Arkanoid il y a pas longtemps. Donc des vieilles licences réadaptées au goût du jour, et notamment. Donc ça c'est une des principales sources de financement de Pasta Games. Donc des petits jeux rétro mis au goût du jour qu'on adore et qu'on aime réadapter. Et en plus ça nous finance des projets originaux que derrière on peut balancer. Il y a eu Pix the Cat, qui est un des projets de Pasta Games. Il y a eu Maestro sur DS. Et là, récemment, Karmazoo. Okay. Ça fait partie des 3 plus gros jeux, j'aurais tendance à dire, qui sont qui sont des IP propres à Pasta Games. Et d'ailleurs, Pix the Cat est dans Karmazoo. On peut l'avoir. C'est un peu la mascotte officielle de Pasta Games, c'est Pix, quoi. Et justement, toi, est-ce que ça te donne envie d'explorer plein de designs différents? Ou est-ce qu'au contraire, tu voudrais justement, entre guillemets, te spécialiser dans le jeu Wholesome? Non, moi j'aime bien vraiment toucher à tout. Donc tant que c'est un jeu qui respecte mes valeurs morales, je suis bon, tu vois. Je ferai jamais un jeu par exemple type Call of, quoi. Ça, c'est pas possible. Ouais, ok. Mais par exemple, je pourrais très bien faire un jeu de voiture, pourquoi pas. Je pourrais très bien faire un jeu de ski. Je pourrais faire un jeu de danse ou peu importe. Vraiment, je suis intéressé par un peu tout.
J'ai pas vraiment de trucs arrêtés. C'est vrai que là où je me spécialise un peu, c'est le platformer 2D parce que forcément j'ai eu l'expérience de Splasher et de Karmazu. Ouais. Donc les deux sont des platformers 2D. Donc c'est vrai que là je suis un peu plus habitué à ça. Et en plus c'est un genre que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le platformer. Donc peut-être que j'en ferai certainement d'autres, ça c'est certain. Mais sinon, qu'est-ce que je ferais d'autre? Ben après je suis intéressé un petit peu partout. J'aimerais bien faire du RPG par exemple, j'aimerais bien en faire un jour. Ah, ok. Un peu le school, revenir à mes origines avec RPG Maker quoi. Comment est-ce que avec l'expérience, la sortie d'un jeu, la prod entière, c'est une expérience qui évolue, ou est-ce que à chaque fois en fait, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont se répéter, peut-être des éléments de frustration ou de, tu vois? Dans les éléments qui se répètent, ben non, en vrai, à chaque fois ça a été différent. À chaque prod, j'ai vraiment vécu quelque chose de autre chose, quoi. Ça a toujours été très 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 différent. Et même à chaque étape de développement, il y a toujours des choses nouvelles en fait. C'est ce que j'aime beaucoup dans le fait de développer des jeux en vrai aussi, c'est que il y a vraiment une évolution à chaque fois. Je trouve. Au sein du projet, au départ, tu vas être vraiment sur de la conception. Ça va être vraiment très itératif, tu vas aller très rapidement. Et au fur et à mesure, tu vas arriver sur quelque chose de beaucoup plus lent, où là, tu vas devoir faire des vertical slice, etc. Chercher un éditeur si c'est le cas, ou alors... Enfin, en fait, à chaque fois, c'est très différent en fonction du projet et en fonction de plein de critères. En fait. Je peux pas vraiment dire... Il n'y a pas vraiment de recettes qui font... Il n'y a jamais la même chose. Vraiment, il n'y a jamais la même chose. Ce truc que j'ai fait à chaque fois, c'était un peu sur le marketing à la fin, où ça s'est répété que j'ai fait le trailer de Road 96, de Splasher et de Karmazu. J'ai 3 trailers de fin, c'était cool. J'aime bien, ça m'a refait un peu de montage. D'accord. J'aimais bien faire du montage quand j'étais au cinéma. J'étais content de faire les trailers de sortie. Et vis-à-vis du coup du fait que le jeu soit édité par Devolver, on a quand même un éditeur qui est ultra connu au niveau du jeu indé. Ouais. Comment ça s'est passé la relation? Comment ça se passe une relation éditeur Ben ça se passe super bien. Globalement, Devolver c'est vraiment un des meilleurs là-dessus en termes d'éditeur. Ouais. Ils ont jamais questionné quoi que ce soit en termes de ce qu'il y avait à changer dans le jeu. Ils ont toujours fait confiance sur ce qu'on changeait, ce qu'on modifiait, sur ce qu'on améliorait. Ouais. Donc ça c'était vraiment cool. Ils checkaient régulièrement avec nous en faisant des builds pour voir si tout se passait bien, mais ce qui est normal hein, parce que c'est eux qui paient quand même. Et en fait, je peux pas rentrer dans les détails du contrat, mais globalement ça s'est bien passé. Quoi. C'est vraiment bien passé. Ok. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part qu'ils étaient sympas quoi. Alors, ça tombe bien parce que moi je vais pouvoir te relancer avec une question. Ouais. Parce qu'en plus t'as parlé de la partie market avec le trailer. Bon, même si Karmazu était édité, tu étais clairement dans le impliqué dans le market, ouais. Voilà, t'avais un pied dedans. En fait, ouais. Ma question, elle va se porter sur à l'époque, il y a William David de Swing Swing Submarine, ouais. Qui est un studio qui était indépendant à un moment donné pour faire pas mal de trucs. Ils avaient expliqué en fait la différence entre les jeux édités par eux et les jeux avec éditeur. Ouais. Et du coup, en fait, il disait que des jeux créés par des éditeurs, c'était cool, mais ça les coupait un peu du public. Ah oui, parce que du coup, c'était l'éditeur qui gérait cette partie-là. Comment est-ce que toi, tu gères justement cette différence-là, vu que t'as connu en fait un peu des deux?
Bah en vrai ça va. On a fait, moi j'ai fait un salon à la Paris Games Week, donc ça a pu vraiment être en direct avec le public et ça c'était très agréable. On a aussi eu des sessions de bêta où on a pu jouer directement avec eux, avec des gens qu'on connaissait pas. Donc ça c'était vraiment très chouette. Donc en vrai la relation avec le public et puis il y a eu des bonnes relations aussi avec le Discord. Ouais, ok. Donc en vrai ça s'est toujours bien passé et on a quand même eu un contact avec le public assez régulièrement. Ok. À ce niveau-là, on n'a pas été coupé, quoi. Ils nous ont pas fait notre travail à notre place non plus, et ils étaient toujours là dans les salons aussi. Hein. C'était aussi une volonté qu'on y soit régulièrement. Mais du coup, ouais, toi, tu préfères bosser en édition, en auto-édition Ouais. ou J'ai ouais. jamais fait. Ah, ça, si, remarque, Road 96, c'était auto-édition. Splasher aussi. Même s'il y avait plugin qui aidait un petit peu. Mhm. Il y a toujours eu plus ou moins quelqu'un derrière, mais en fait, moi, j'ai pas vu de grande différence avec ou sans, en fait, pour être honnête. Ok. À chaque fois, c'était juste des builds à rendre éventuellement régulièrement. Ça pouvait être contraignant. Mais en fait, ça permettait aussi de régulièrement stabiliser le projet. Donc c'était pas une mauvaise chose en soi et régulièrement faire des builds pour voir si le projet tourne bien. En fait, c'est une bonne chose. Ok. Donc dans tous les cas, c'était pas un gros problème. Et souvent, c'était plutôt, moi, je trouvais les interactions plutôt positives, quoi. Ok. En termes de marketing, parfois, bon, tu peux être surpris de choix que l'éditeur fait à ta place, et tu peux, souvent, tu peux te dire, putain, merde, ils ont utilisé des assets qui sont obsolètes, ou, ah, j'aurais pas tourné ça comme ça, ou des trucs comme ça. Bon, ça peut arriver. C'est un peu dommage, parfois. Mais, finalement, globalement, ça se passe bien, et puis, y a pas de souci. Ok. Et c'est selon toi, en fait, il y a comment dire, ça compte beaucoup l'éditeur que vous choisissez ou pas? Ah oui, bah ça compte énormément. Déjà parce que en fonction de l'éditeur, ça va apporter une visibilité ou non. Genre quand on a eu Devolver, on était très content parce que ça apporte une énorme visibilité Devolver quand même. Mhm. Et puis aussi au niveau du contrat, ça peut avoir des avantages, des inconvénients. Enfin, faut faire super attention à ce qu'on nous propose. Et puis bah, voilà, ça nous permet d'être sécure la plupart du temps pour développer le jeu pendant une durée donnée. Ouais, ok. Et justement, tu voudrais expérimenter d'autres éditeurs ou en fait, tu te verrais bien potentiellement rester avec Devolver si t'avais le choix? Je pense que la volonté de Pasta Games, c'est de pas être isolé de n'importe qui. Donc, je pense qu'ils seront ouverts à peu près à tous les éditeurs. Et vu que ça s'est bien passé avec Devolver, je pense qu'il y aura certainement d'autres choses qui vont se faire avec Devolver. Je pense que ce serait, en tout cas, de ce que j'ai compris, Devolver était content de Karmazoo et des échanges qu'on a eu avec eux. Et nous, on était contents de leur retour aussi et que ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas de raison que si on propose un projet qui leur plaît, ils nous financent pas derrière et qu'ils nous proposent pas d'être de nouveau notre éditeur vu que ça s'était bien passé. Mais oui, certainement qu'il y aura aussi d'autres éditeurs. En fait, Pasta Games, ils sont vraiment très ouverts et ils préfèrent pas se rester contraints sur un en particulier, tu vois. Pas vraiment le client fidèle de un tel ou un tel. Et justement, par rapport aux éditeurs, là, en ce moment, au Ça niveau du évite jeu de d'ailleurs société. ça évite d'ailleurs Oui, les vas-y. dépendances. Ça évite d'ailleurs les dépendances de se dire ah, il nous faut absolument qu'il soit avec nous, sinon on pourra pas faire le prochain jeu. Si on en a plusieurs, au moins on est sûr que on pourra proposer différentes choses et différents tons aussi, parce que certains éditeurs jouent sur le ton du jeu, tu vois. Typiquement Devolver, à une époque, ils étaient vraiment sur du jeu trash, un petit peu irrévérencieux, et là ils avaient un besoin de jeux un petit peu plus wholesome dans leur catalogue. Donc, on tombait bien. Surtout qu'on a fait en sorte que le jeu soit quand même Ah oui. assez open pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir un peu ses chances. Donc régulièrement, le mode compétitif était un petit peu basé sur du aléatoire, etc., pour que tout le monde puisse avoir ses chances. Ok. Que ce soit un joueur occasionnel ou un joueur expert, quoi. L'idée c'est que tu t'amuses, quoi. Que ce soit pas les tryharders qui gagnent à chaque fois, quoi. Un peu comme un Oui, Mario oui. Party, quoi. Et Ouais, c'est ça, c'est sympa. Ouais.
Et pareil sur le mode principal, la difficulté peut monter assez vite en vrai. Si vraiment tu joues avec les mêmes personnes pendant un petit moment, tu vas vraiment avoir un niveau de difficulté qui va monter. Mais si tu joues qu'avec des gens random, tu risques d'avoir plutôt des niveaux qui sont entre faciles et moyens, voire difficiles si tu as la chance de tomber que sur des experts. En fait, le jeu est quand même pensé autour d'être une balade, une expérience sociale. Et le level design, c'est surtout un prétexte pour que tout le monde s'amuse. Et il est rarement punitif. Je crois qu'on avait vu que c'était 3 games sur... c'était 2 games sur 3 qui sont gagnés. Donc c'est un beau ratio. Je trouve que c'est un beau ratio. Ouais, complètement. Il a fallu beaucoup de travail sur l'équilibrage, ou est-ce que il y a eu une espèce d'intuition de départ qui était déterminante? Il y a eu pas mal de... En fait, le jeu, ça fait un petit moment qu'il est en préparation, donc il y avait déjà eu pas mal d'itérations sur le level design. Et la volonté, moi je suis arrivé une fois que toute cette itération avait déjà été faite. Donc il y avait déjà une idée globale de comment, sur quoi partir. Et l'idée de sur quoi partir, c'était de pas trop de puzzle, pas trop difficile, que ça reste... le jeu est déjà suffisamment complet en se baladant juste. Donc en fait, mettre vraiment assez peu de situations compliquées. Et la volonté, c'est vraiment que la difficulté vienne plutôt de la synchronisation entre les gens, plutôt que vraiment du challenging platforming old school, tu vois. Ok. On n'est pas sur du Céleste où c'est vraiment ultra challengeant en termes de métriques. Là, on est vraiment très tolérant. Et c'est vraiment avant tout chercher à que les joueurs réussissent à se synchroniser, c'est toute la difficulté. Et c'est vrai que le jeu a été pas évident à expliquer parce que vraiment d'extérieur t'as beaucoup de choses qui se passent et d'un point de vue extérieur tu vois surtout un platformer 2D et pixel art, donc ça peut sembler assez banal, alors qu'en fait je trouve que l'expérience est quand même vraiment intéressante et qu'il y a quelque chose qui est apporté par ce côté coopératif et voilà. Donc j'espère que très addictif en soirée. Ouais, carrément. Alors, entre potes, ça marche super bien. Et l'expérience idéale, c'est à peu près 5 joueurs. 5 joueurs, c'est bien. Et je comprends ce que tu dis quand tu dis platformer, c'est difficile à expliquer, parce que si tu dis que c'est un platformer coopératif, quelque part, il n'y a pas le côté wholesome en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu rates un tiers du jeu déterminant, quoi. C'est vrai. Ouais, non, c'est assez intéressant dans cette catégorie wholesome, multi-joueur, plateforme, coop. Il y a vraiment l'aspect social, moi, que j'aime bien. C'est vraiment le côté les gens est-ce qu'ils vont s'entraider ou pas, et les gens vont s'entraider, comme les débuts des MMO, genre les débuts de WoW, etc., où t'avais vraiment l'entraide entre les gens, c'était vraiment beau à voir, quoi. Et il y avait des gens qui m'avaient ressorti ça plusieurs fois, c'est pour ça que j'en parle à la Paris Games Week ou à d'autres salons. Et c'était un des retours qui faisait régulièrement que il y avait cette sensation de jouer avec des inconnus et de collaborer tous ensemble. Ça faisait ressortir cette philosophie des vieux MMO, et voilà. Et je trouvais ça sympa, et je trouve que ça retranscrit bien ce qu'on peut ressentir dans le jeu. Ouais, carrément. C'est-à-dire l'intention de départ et le côté wholesome se ressent davantage en jouant qu'en le regardant. Ouais. Parce que justement, t'as cette espèce de attends, je vais pas être super utile en termes d'action, mais en passif, je vais mettre pile poil pour que l'autre il manque pas son aura. Ouais, complètement. Et ça, c'est 2 choses que je trouve qui sont très fonctionnelles dans le jeu, c'est l'aura et l'électricité, qui fonctionnent sur le côté chacun doit se positionner pour réussir à amener jusqu'à une ampoule qui est éteinte. Et pareil sur les véhicules, c'est des situations qui fonctionnent très très bien. En fait, c'est des situations où les joueurs doivent juste se positionner et réussissent à se coordonner sur les positionnements. Et alors, à chaque fois qu'il y a ça qui est mis en place dans le level design ou dans les situations GD, bah ça fait que ça fonctionne. Donc c'est vraiment très chouette. Et parfois t'as des petites mises en valeur, genre à un moment donné j'avais la souris et je devais me mettre au niveau de la roue de souris pour la faire monter. Donc t'as des moments où tout le monde est dépendant de toi, donc tu es vraiment mise en valeur. Mais ça c'est en fonction du choix de perso que tu fais aussi. Il y a des personnages qui vont être mis en valeur comme ça, genre l'éléphant,
genre la souris, l'araignée, où il y a vraiment des niveaux où tu vas être vraiment mis en avant, et d'autres niveaux où d'autres avatars où tu vas être beaucoup plus passif, genre la poire, le cochon, qui sont des personnages qui ont plutôt des habilités de déplacement ou de petits bonus assez facultatifs. Et là, du coup, si tu veux jouer sans pression, tu joues plutôt ces personnages-là, qui sont beaucoup plus pour le soutien que pour le lead, en fait. Ouais, carrément. C'est à chaque fois une vision. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle Sion, où tu joues des demi-dieux. Ok. Où lors de la création de ton personnage, on te demande de réfléchir à là d'où tu viens. Jusque là, ça va, c'est classique. Ouais. Mais aussi là où tu vas. Donc typiquement, ce que t'es censé devenir. Ça te demande de réfléchir aussi à quel est ton rôle dans le groupe. C'est vu que c'est du narratif collaboratif, c'est-à-dire que sympa, ouais. Tu influences tellement la destinée avec tes réussites que potentiellement tu peux changer des détails de la narration. Bah en fait, c'est super intéressant de se dire que potentiellement ouais, t'as un jeu avec toi qui que tu peux t'approprier, mais aussi tu te poses la question aussi de quel est ton rapport au groupe. Ouais, complètement. Voilà. Là, c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est le côté intelligence collective, le fait d'avancer tous ensemble et de réussir des épreuves tous ensemble. Et ça, et cet effet fonctionne bien. Et surtout quand t'es 10, où tu vas vraiment un effet full et qui fonctionne vraiment particulièrement bien. Mais du coup, ouais, la question c'est au niveau du game design, au niveau des envies. Clairement, il y a le côté jeu wholesome, potentiellement jeu qui essaie d'apporter quelque chose en côté social. Ouais. Il y a une phrase qui circule sans vraiment d'auteur connu, c'est jouer aux jeux de société, c'est faire société. Ouais. Donc la question qui suit, c'est tout simplement est-ce que tu te vois là dans 1-2 ans bosser sur un jeu de société ou un jeu de rôle, justement, tu en parlais. Ouais, grave. Un jeu de société, j'aimerais vraiment beaucoup jouer sur faire un jeu de société. D'ailleurs, il y a un pote à moi qui développe un jeu de société, vraiment un amateur, et au niveau du game design et tout, il y a plein de choses à revoir, mais bon. Et en fait, il s'est tiré d'une BD qu'on a fait quand on était gamin au collège. Et on s'était vraiment éclaté. Et le principe, c'était que on faisait 3 cases de BD. Et ensuite, la personne suivante faisait aussi 3 cases et qui continuait l'histoire de la bande dessinée. Ok. Et du coup, on avait fait tout un univers comme ça qui était super cool. Et en vrai, encore maintenant, il y a vraiment une histoire qui est sympa. Bon, il y a plein de trucs vulgaires, des private jokes de collège, machin et tout, forcément. Mais en vrai, il y a un petit truc que j'aime beaucoup dans cette BD, déjà parce que forcément, c'est fait avec des potes et que c'est des potes que j'ai encore. Mais en vrai, j'aimerais bien faire un jeu de société un peu plus poussé, comme ce qu'il a fait, mais un peu plus advanced et un peu plus synthétisé sur cette thématique-là. Et c'est un truc de piraterie. Il s'appelle Kraken les flots. Voilà, Kraken les flots. Et c'est très chouette. Et j'avoue que juste par nostalgie, j'aimerais faire un petit jeu de société autour de ça. C'est très très chouette. Même si je le vends pas ni rien, mais j'aimerais bien le faire en amateur et voir peut-être le commercialiser plus tard. Mais bon, ça c'est un des trucs que je sais qu'à un moment donné je voudrais faire. Peut-être un moment où je suis entre deux jeux, où je prendrai une pause, ou je sais pas. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Alors Chashakawa qui pose une question. Je me permets une question un peu hors sujet, si c'est pas sur le jeu, mais tu conseillerais quoi à quelqu'un qui cherche à se reconvertir en game dev? J'aimerais bien essayer de chercher du taf dedans. J'ai fait quelques projets ici et là, mais bon, je sais pas si c'est suffisant pour postuler. Ben, je pense que là où c'est intéressant, c'est de montrer déjà ce que t'as mis en place. Si t'as des prototypes, évidemment, faut les mettre en avant. Essayer de montrer un peu ta personnalité là-dedans aussi, de dire moi je suis plutôt j'aime plutôt montrer ça. Par exemple, je suis intéressé par les milieux sous-marins ou whatever. Et ensuite, je pense que le mieux, c'est de faire des game jams à balle de game jam, parce que du coup, ça va te permettre de te familiariser avec le milieu du développement, et ça va te permettre de sortir des prototypes rapidement et d'avoir des choses à montrer aussi. Je pense que ça, c'est les 2 premières étapes. Et ensuite, commencer à composer ton portfolio. Ce que je conseille en général, moi, c'est plutôt de faire un portfolio qui est sous forme vidéo, où tu montres tes différents prototypes. Et tu parles par-dessus, tu fais un joli montage et tout. Que ce soit très concis, au bout d'1 minute, t'es un peu tout montré. Et voilà.
en gros. Et après, évidemment, t'as aller directement voir des développeurs pour demander des avis, c'est hyper pertinent. Et aller dans les associations type Pixel, type PushStart ou autre, ça aide vachement pour se faire du réseau. Et dans ce métier-là, ça marche essentiellement par du réseau. Donc il faut pas hésiter à consulter, à voir des gens, à envoyer des messages sur LinkedIn ou à aller voir directement dans des salons. Voilà, c'est hyper important de faire ça. Même si c'est assez courant que on ait ce genre de questions en tant que développeur comment je fais en tant que quelqu'un qui vient de sortir de l'école, quelqu'un qui se met au game dev, etc. On a souvent les questions et le marché est un peu saturé. Du coup, pour sortir du lot, c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que je dis le plus souvent et le plus efficace, je pense que c'est de réussir à montrer ce que tu fais en prototype et ce qui te tient à cœur en fait. Parce que potentiellement, tu vas matcher avec quelqu'un qui a les mêmes sujets. C'est un petit peu comme quand tu recherches quelqu'un sur une appli de rencontre, tu vois. Plus tu restes précis sur tes envies, plus tu as des chances de tomber sur quelqu'un qui te correspond. Tu vois, c'est le côté ouais. J'aimerais bien des retours. Tu as beaucoup d'échanges, et ça c'est ça qui est top aussi. C'est que tu as énormément d'échanges dès que tu présentes tes prototypes et ça va permettre de grandement t'améliorer à chaque fois. Parce que l'une des premières erreurs qu'on fait quand on commence à faire du dev, c'est de faire son truc dans son coin et de pas vouloir trop le montrer. Et du coup, toi tu sais jouer à ton jeu, mais la plupart des gens, eux, ne savent pas jouer à ton jeu. Tant que tu l'as pas fait tester, il y a forcément des trucs que tu vas pas avoir vus. Et des trucs qui vont pas être instinctifs, à moins que tu sois vraiment first try et que tu aies beaucoup de chance et que tu sois un très 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 bon game designer. Même si tu es très très bon, en général, faut que tu fasses tester parce que souvent entre l'intention et l'usage, il y a des grandes différences. Pour l'instant, j'ai fait beaucoup de choses interactives Twitch et je m'enferme là. Du coup, les playtests, je les fais en stream. Ouais, ça c'est une bonne idée aussi, hein, en vrai, de faire du game dev sur Twitch. Ça, c'est une bonne strat. Hein. En plus, il y a vraiment une communauté assez sympa, je trouve, entre créateurs de contenu, de développeurs, qui se balancent des raids entre eux, etc. Donc, une fois que tu as réussi à rentrer un peu dans ce cercle-là, en plus, ça aide pas mal, je trouve. Et en plus, ça te permet d'avoir des retours en direct, ça c'est cool. Et puis ça motive aussi d'avoir des gens qui te suivent. Ouais. Que plutôt de faire ça dans le vide, quoi. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cet entretien, que vous avez pu un petit peu voir comment est-ce que déjà les relations éditeurs-développeurs peuvent se faire sur du jeu indépendant, comment est-ce que justement cette partie bienveillante peut aussi se créer au niveau du jeu vidéo et quel impact ça peut avoir, puisque effectivement on se rend compte que si les mécaniques de jeu le permettent, du coup on peut avoir quelque chose de très bienveillant au niveau notamment des communautés, même au-delà même de l'existence du jeu, au-delà même des parties de jeu. Donc c'est vraiment très intéressant et justement à réfléchir pour notamment pour des systèmes comme des organisations de personnes au niveau associatif, entrepreneurial, etc. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une superbe fin de journée et puis je vous dis à bientôt.